Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. 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 Cette semaine, on va commencer avec un petit peu de top 14 avant 3 semaines de relâche pour cause de tournoi et on va se demander si le top 14 ne serait pas peuplé de villes tricheurs qui font du trafic de piliers en fin de match, au vu et au su de tout le monde. Puis on passera à l'équipe de France, puisque aïe, c'est la saison du tournoi destination. On va se demander si le changement radical de méthode de management sera suffisant pour relancer les Bleus. Et puis on finira par causer compo, puisque Jacques Brunel, donc le sélectionneur, donnera sa première liste jeudi matin. On parle de tout ça avec le journaliste de la rubrique rugby de l'équipe, Alexandre Bardot. Bonjour Alex. Bonjour. Pierre-Michel Bonneau. Bonjour PMB. Bonjour. Et Jean-Christophe Collin. Bonjour Jean-Christophe. Enchanté depuis le temps. Et ben voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. En entrée, on débriefe vos conseils top 14 de la semaine dernière. Vous nous aviez dit de ne pas rater... Alors Max nous avait dit de ne pas rater le Stade français Pau. Il trouvait que c'était un bon moyen pour faire la sieste. Apparemment, c'est plutôt les Parisiens qui ont fait la sieste. En fait, c'est ce que j'allais dire. Ils l'ont raté, eux, ils ont fait la sieste pendant le match. Et ils sont dans la panade, quand même, maintenant. Ils sont pas non plus en immense danger, parce qu'il n'y a qu'une descente et que, au pire, ils sont en danger. Enfin, ils peuvent être barragistes, on va dire, 13e. Mais quand même, ça la foutait mal, quand même. Il y a 26-0 au bout de même pas une demi-heure de jeu. 40 points au final contre Pau, qui n'est pas un cadre non plus. Voilà. Toi Alex, tu nous avais dit qu'il fallait pas rater le retour de Vern Cotter au Michelin. Bon bah lui il l'a pas raté. Voilà, pour le coup. Et c'était un bon match de rugby. D'un certain rugby. Non mais Montpellier, ils y sont allés avec leur force, mais quand même ils ont joué au rugby, ils ont déplacé le ballon et ils étaient plus costauds, plus puissants que les Clermontois. Et ça donne une vraie bonne affiche avec un Clermont certes affaibli, mais une vraie bonne affiche et une vraie perf. De top 14. Une vraie bonne affiche de top 14. Arnaud nous avait dit de ne pas rater Castres Racing. Lui, c'était le retour de l'habit des travers qu'il avait visé. Castres Racing, quelqu'un ? On va en reparler tout à l'heure. Top 14. Voilà. un vrai bon match de top 14. Comme Pierre-Michel les aime. Ouais. Ça semblait du rugby, surtout la fin. Sauf cette histoire de pilier, on en va reparler, mais le reste c'était pas mal. Et ben voilà, on va enchaîner sur ça en fait. On va rester sur ce sujet et sur le Racing, 77e minute du match contre Castres. Afatia, le pilier remplaçant, qui est entré en jeu à la 51e minute, sort, laissant sa place à Kakovin, le pilier titulaire. Est-ce qu'il était blessé, Afatia ? Eh bien non. Saignait-il ? Eh ben non. Même le compte Twitter du Racing a annoncé une sortie sur coaching. Comprendre sur choix du coach. Et là, le choix du coach, il est assez simple en fait. Les mêlées décisives vont s'enchaîner. Et le coach, il préfère que ce soit son titulaire qui vient de se reposer pendant 25 minutes, qui vienne les disputer. Sauf que, dites-moi si je me trompe, les garçons, on peut rappeler à une première ligne qui est déjà sortie, mais seulement en cas de blessure ou de saignement. Exactement. Donc pas parce qu'on veut retrouver son meilleur joueur en fait, sinon ça s'appelle de la triche et la triche c'est pas valeur. Alors on monte du doigt les Racingmen pour le plus grand bonheur des pucistes ici présents. Ça fait 100 ans que ça dure, non ? Mais ils ne sont pas les seuls à recourir à un stratagème très prisé dans le top 14. Dans le top 14 et pas que, puisque l'année dernière on se souvient de la fin de France-Galles, le match. Là, je recommande à tous ceux qui s'en souviennent pas d'aller regarder la vidéo sur YouTube, la fin de Pays de Galles France, parce que là, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, comme on disait en 1900. L'arbitre qui demande à Antonio « Are you injured ?» Êtes-vous blessé ? À 2 reprises, il demande. Antonio, on le sent complètement perplexe. Le médecin de l'équipe de France entre et se met à raconter avec son anglais de français qu'il a vu un choc, que oui, Antonio est blessé. Antonio sort avec une espèce de grimace actor studio. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Au-delà de ce grand moment, c'est de la triche, en fait. Tout ça, non, messieurs. Ce qui est très marrant, c'est que cet épisode de l'an dernier,
France-Galles. Donc ça avait été, ensuite, il y avait une enquête du comité destination. Je crois qu'il y avait une remontrance, mais on en parlait un peu ce matin. Et le lendemain de ce match-là, Guillaume Garado était venu en visite à l'équipe. Et quand on avait parlé de cet épisode, il avait dit « Mais on a le droit de ça. On a le droit de faire ça. Enfin, on n'a pas le droit de le faire au niveau international, mais dans le top 14, on a le droit. » En fait, le top 14 est tellement habitué à contourner cette règle qu'il a installé chez les joueurs le sentiment que, oui, on a le droit de coacher un première ligne en fin de match, donc de refaire rentrer un pilier. Et on l'a vu cette saison, certes, on l'a vu samedi soir, mais auparavant, Castres avait fait le coup à Clermont sur la dernière mêlée du match. Pau a fait le coup à Clermont sur la dernière mêlée du match. C'était arrivé en finale du top 14 avec le Racing à Barcelone. En demi aussi. En demi aussi. Donc voilà, c'est très top 14, c'est très valeur du top 14. Le problème, c'est comment contrecarrer ça. Et là... Ouais, moi, je suis de l'ancienne école, on achète bien les chevaux, tu laisses les piliers jusqu'au bout, et puis voilà, c'est tout. On empêche les sorties. On empêche les sorties. Oh mais bien sûr, moi je suis complètement d'accord avec Pierre Michel, c'est-à-dire qu'on a dénaturé la fonction des premières lignes et notamment des piliers, leur travail qui consistait à travailler leur vis-à-vis en mêlée. Alors je sais bien qu'World Rugby veut diminuer et évincer ce moment de la mêlée. Il ne reste plus beaucoup de mêlées, 10-11, au moins laissons les piliers jusqu'au bout et au moins ce bras de fer, cette lutte entre les piliers, elle prend tout son sens. Et je me rappelle un pilier qui m'avait dit, chaque fois que j'ai pris un peu l'ascendant et que je vois partir mon vis-à-vis parce qu'il est coaché, j'ai envie de dire laissez-le moi encore un petit peu. Donc voilà, c'est pas normal qu'on enlève ce morceau de bravoure qui est l'affrontement des piliers. Je parle même pas de ceux dont vous parlez, qui est pour moi complètement la seule logique, si on fait pas ça, c'est de laisser les remplacements totalement libres, de sortir des lignes offensives, des lignes défensives à chaque action, comme au foot américain. Il n'y a pas de raison tout le reste, c'est de la focuserie, c'est ce qui a commencé à se produire quand il y a eu les blessures, les saignements, et les faux saignements, les machins. Au début, il fallait que ce soit constaté par un médecin neutre au bord du terrain, et petit à petit, c'est devenu totalement libre. Il faut aller au bout de la logique. Exactement, allons au bout de la logique. Si par exemple on interdisait le remplacement de piliers hors blessure, on arriverait à la même situation, c'est-à-dire que des piliers simuleraient des blessures. Oui, mais après, on a un médecin qui a signé le serment d'Hippocrate. Il peut dire, enfin voilà, à un moment donné, un mec qui te dit j'ai mal au dos, par exemple, un pilier qui te dit j'ai mal au dos. Comment tu peux contester le fait qu'il ait mal au dos? Tu vas pas lui faire passer une radio au bord du terrain, tu vas pas lui faire des exercices. Oui, mais dans la mesure où on va dire que voilà, l'affrontement du pilier, ça fait partie pleinement du jeu. Les piliers, ils vont retrouver cet amour et au moins c'est les coachs. Là, je vais ressortir une histoire que je racontais à Christelle ce matin, à l'époque du Racing des années 80, entre 95 et 2000 grosso modo. J'avais un copain qui était un jeune pilier gauche, il est appelé pour la première fois en équipe première pour jouer contre le Stade Toulousain. Il était en équipe de France jeune, donc plutôt bon niveau, mais en face c'était Califano, Tournaire, Soulette, etc. Et le Racing savait qu'il allait souffrir en mêlée. Il l'a mis comme remplaçant, ce jeune pilier, et à un moment l'entraîneur l'a fait rentrer sur le terrain avec la consigne de la première mêlée. Tu restes par terre, tu fais semblant que tu es blessé, tu ressors, on peut pas refaire rentrer de pilier, enfin je sais plus quelle était la règle précisément, mais en tout cas la fin du match. Mais voilà, c'est typiquement Racingman, si tu veux me raconter que le Racing passe depuis un siècle, c'est de contourner les règles, on est d'accord. Pendant 20 ou 30 minutes, le Racing, les mêlées n'ont plus été poussées, ce qui avantageait plutôt le Racing. Donc en fait, quelle que soit la règle, tu trouveras un biais. Non, mais si tu interdis vraiment le remplacement. Il y a un match du tournoi, il y a un match du tournoi des années 70, fin des années 60 plutôt. Ray McLaughlin, je crois, il avait terminé son match avec une fracture du tibia, une fissure du tibia, et il a joué pilier, il a fini son match. Oh, la radicalité. Mais non, mais c'était pas moi qui ai inventé la règle, ça existait. Le type, tant qu'il pouvait rester debout, il restait, quoi. Sinon, tu terminais à 14. Il y en a 14. Ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas déterminer aujourd'hui si un joueur, tu vas pas laisser un joueur blessé sur le terrain. Et c'est le joueur qui sort. S'il en peut plus, il sort. Mais tu fais comment t'es mêlé? Ah bah là, Antonio, d'un seul coup, il en pouvait plus. Hein. Donc tu peux tricher sur les blessures. En fait, c'est très compliqué. Aujourd'hui, trouver la bonne solution, la solution juste, c'est très compliqué. La dernière fois, on se disait, quelqu'un disait, mais on n'a qu'à empêcher le joueur, le pilier sortant, de jouer la semaine suivante. Sauf que tu peux avoir un joueur qui sort vraiment sur blessure à la 78e, qui se fait s'il est vraiment blessé, il joue pas la semaine d'après. Tu peux récupérer en 3-4 jours d'une blessure parfois. Bah écoute, ça lui fera pas de mal de se reposer. Il n'arrête pas de se plaindre des cadences infernales. T'as un peu serré les dents. Voilà. Sinon, tu fais ping-pong. Voilà, c'est ça. Ah, alerte, attaque sur le ping-pong. Tennis de table.
Désolé pour... Mais vous, ce côté triche, là, ça vous interpelle quand même? Vous considérez vraiment que c'est de la triche? Moi, j'avoue que j'étais un peu choquée par le fait que le médecin qui a quand même prêté le serment d'Hippocrate arrive et mente comme un arracheur de dents sur le terrain. Ah oui, il n'était pas médecin, lui. Il n'est pas médecin? Sur l'équipe de France, c'était le kiné. C'est Christophe Foucault. Peut-être pas, remarque. Non, je me trompe peut-être. Non, pardon. Non, mais c'était le médecin, effectivement. Sur le fond, c'est choquant, et en plus, dans la forme, c'est pas très malin, parce que les Français sont toujours repérés comme des tricheurs potentiels. Là, tu fais ça publiquement, enfin, en grand spectacle, avec effectivement l'acteur studio de Wellington. C'est grotesque, quoi. Non seulement tu te ridiculises vis-à-vis des autres des nations britanniques qui attendent que ça, qui ne trichent jamais, jamais, par exemple, font du faux sang ou des choses comme ça. Jamais. Non, mais peu importe, on est repéré. Depuis 100 ans qu'on est dans le tournoi, on est repéré. Donc, Non, puis en plus, le travail des piliers en mêlée, c'était normalement une tradition française. Donc même si on lâche là-dessus, où va-t-on? C'est ça, en fait, qui est un peu triste, c'est que... il y a plein de gens qui aujourd'hui veulent défendre la mêlée, des entraîneurs, des piliers, qui disent la mêlée, c'est important de la conserver, etc. Et en fait, eux-mêmes... parfois, par des stratagèmes, je trouve pas mon mot, mais la ridiculise, la dévalorise. Travers, t'as l'honneur et un amoureux de la mêlée, Yannick Bru aussi, donc effectivement, il y a un paradoxe. C'est tout? On a assez parlé? Très bien. Deuxième sujet, du coup, quoi d'autre? L'équipe de France, elle démarre son tournoi donc des 6 nations, dit-on, samedi au Stade de France contre l'Irlande, avec Jacques Brunel à sa tête et avec son boys band aussi, avec Juju, avec Jamba, avec Nono et tous leurs copains. Et ça change tout, apparemment, exit le méchant Gargamel qui serrait les vis. Jacques Brunel aime que les gens sourient et prennent du plaisir. Dans l'article de Richard Escaut paru dans l'équipe qui expose la méthode Brunel, un joueur se félicite par exemple qu'il n'y ait plus besoin de demander l'autorisation pour aller acheter un tube de dentifrice au supermarché. Ce qui, reconnaissons-le, est une avancée non négligeable en matière, si ce n'est de victoire dans le tournoi, au moins d'hygiène bucco-dentaire. Donc le papier est plein de gentillesse, on a même une alerte, le groupe vit bien, on a tout, c'est simple, on a l'impression que Marc Atraz, qui est le doux nom donné au Centre national de rugby par ses pensionnaires, est devenu l'île aux enfants, le pays joyeux des rugbymen heureux, des sélectionneurs gentils, oui c'est le paradis. Alors que les joueurs effeuillent des marguerites à Marcoussis en tant qu'amatrice de comédie romantique, je trouve ça super. Mais je sais pas, face aux Irlandais, qui sont 3e nation mondiale, je crois, c'est ça? Exactement. Est-ce que ça peut suffire pour aller chercher quelque chose, juste un nouveau manager Alex? Moi, il me semble que c'est un préalable, en fait. Effectivement, Brunel s'est fixé ça comme mission parce que je pense que de l'extérieur, il a bien compris que l'ambiance au sein de l'équipe de France était mortifère et ne générait pas la confiance qu'il faut pour jouer au niveau international, enfin pour jouer tout court, mais encore plus au niveau international avec la pression qui existe. Le contexte était devenu sombre. On se rappelle que l'équipe de France a été sifflée ou si c'est pas sifflé, mais il y avait eu quelques moqueries qui étaient descendues des travées de la U Arena. Donc il fallait remettre du sourire, de la confiance. Donc c'est en ça que c'est un préalable. Après, je pense que ça ne suffira évidemment pas, parce que là on va tomber face à, durant tout le tournoi, mais particulièrement samedi, une équipe qui est une équipe de haut niveau, hyper méthodique, qui déroule son rugby, qui n'est pas un rugby spectaculaire, mais qui va mettre de la pression sur cette équipe. Donc la confiance qu'aura essayé d'insuffler Brunel et l'enthousiasme vont se heurter à ça. Et là, il va falloir d'autres choses, il va falloir d'autres arguments que bien s'entendre, bien rigoler et avoir pris du plaisir pendant la semaine. Je crois qu'il n'y a pas que ça, il parle aussi de participation, et ça c'est pas nouveau, moi qui l'ai connu adjoint de Bernard Laporte dans les années 2000, il essayait déjà que les joueurs comprennent le truc et prennent un peu les affaires en main, quoi. Et ça, de ce côté-là, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'un coach essaye de faire jouer les joueurs par eux-mêmes, quoi. C'était pas ce que vous aviez vraiment, non? Pas du tout. D'abord, il y a toujours un moment où c'est comme le groupe qui vit bien. Il y a toujours un moment, il faut qu'il s'approprie le projet. Ça, sinon, c'est pas un coach d'équipe nationale. Alors, la déontologie m'oblige à dire que Pierre-Michel Bonneau, qui vient de s'exprimer sur Jacques Brunel, porte une moustache. Et donc ses propos doivent être pris en
considération La en secte fonction de cette moustache. information. Entre moustachus. Ouais. Entre Voilà. moustachus. Je pense que c'était vraiment une intervention. pertinente. Dans ce cas-là, bonne réponse Jean-Christophe de Collin a un l'amiral. peu la coiffure de Guy Novès, mais il est beaucoup plus souriant, en revanche. Ok, je pense que ce podcast peut s'arrêter là. Non, On alors, parle pas d'hygiène bucco-dentaire, on laisse tomber. déjà fait. sur la méthode Brunel, on a vu qu'effectivement c'est un changement radical, mais comme disait Alex, ça part très certainement d'un constat de ce qui se passait durant la période Novès. C'était plutôt full metal jacket, et là on est sur la méthode Montessori avec Jacques Brunel. Mais je suis d'accord avec Pierre Michel, il a toujours été comme ça, Brunel. Je me rappelle quand il coachait Perpignan, où, rappelons-le, il a quand même eu des résultats assez exceptionnels compte tenu quand même de l'équipe qu'il avait. Il a vraiment su tirer le maximum de son effectif. Donc c'est quelqu'un qui il force pas sa nature en appliquant cette méthode. Oui, la méthode, on dit, hein, il fait pas mal de réunions, il a fait des groupes avec des groupes de joueurs qui travaillent sur des thèmes Les différents. solutions eux-mêmes. Voilà. Ouais, c'est la démocratie participative. Après ça, il y a beaucoup d'entraîneurs qui essaient de le mettre en place. Mais après, c'est le savoir-faire qui compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les entraîneurs disent voilà, essayer de concerner les joueurs pour qu'ils soient impliqués dans le projet. Mais sur la durée, il faut une méthode quand même pour faire ça. Et puis, il faut une nature, je pense. Et effectivement, a priori, Jacques Brunel a cette nature-là. Il faudra voir si ça résisterait à des défaites éventuelles et à un climat pesant, parce que l'équipe de France, c'est quand même un contexte particulier. Encore plus en ce moment, on n'a pas de certitude sur le match contre l'Irlande. On reparlera plus tard de la composition d'équipe, mais voilà, si jamais ça tournait mal, comment réussir à la fois garder le sourire et faire participer les joueurs, à leur insuffler cette confiance? Bon, va falloir un certain talent. Après, il a une grosse culture de la défaite. Jacques Brunel, non, mais je veux dire, il a perdu une demi-finale de Coupe du Monde contre les Anglais en 2003 de manière. Et moi, j'ai relu ce qu'il disait le lendemain. C'était vraiment, c'était extrêmement zen. Hein, c'était très serein. Il analyse du truc très très froide. Et puis après, il a beaucoup perdu avec les Italiens. Donc, il sait ce que c'est. Il sait comment il faut réagir. Et je suis pas certain que Guy Novès ait cette culture-là. A priori, non. Certain que non. Après, la bonne entente dans l'équipe, elle vous fait pas forcément améliorer votre vitesse sur 100 mètres. Ouais. Donc, Ah oui, non. ça, après, les joueurs restent les joueurs avec leurs qualités et leurs défauts. Quand on dit qu'il faut s'aimer pour gagner, c'est pas vrai, c'est le contraire. Hein. Il faut gagner pour après on s'aime plus, en général. Parce que là, il faut s'attendre à un match super dur contre Il faut s'attendre à un match d'ouverture du tournoi qui est généralement une grosse bouse. Ah bon, bah alors ça, ça donne déjà bien envie. Les Français sont jamais réglés. C'est toujours. Bon, c'est pour être pire, c'est pour être un France-Italie, mais un France-Irlande début de tournoi, les Irlandais font très bien ce qu'ils savent faire. C'est ça qui est un peu Français, inquiétant. en faisant n'importe quoi, peuvent peut-être les déboussoler. Et c'est quoi ce qu'ils savent faire, les Irlandais? Ils occupent, ils pressent, ils jouent quand ils peuvent, quand il faut. Ils ont un jeu de passe très précis. Un Ça jeu fait au un peu pied old de school, récupération. ça fait un peu old school des fois, leurs enchaînements, leurs mouvements, mais c'est du très beau timing. Moi, c'est le jeu de passe le plus précis peut-être du monde. Ils sont jamais trop éloignés les uns des autres. Étant peut-être le plus pourri de la planète. Ils font très bien les Les jeux de choses. passe, je veux dire. Ils font très bien les choses simples. Ouais. Et ils vont mettre Et ils savent le répéter inlassablement. ce qui dans leur méthode et leur manière d'attaquer, ce qui est un peu inquiétant souvent, c'est la manière dont ils mettent la pression par le jeu au pied. Pour résister à ça, à la fois sur les réceptions de balles et ensuite sur la sécurisation de ce ballon, il faut être fort et organisé. Et c'est vrai que cette équipe de France-là, avec le peu de vécu qu'elle aura, on s'interroge, on se demande si elle va être capable de contrecarrer cette pression permanente. Voilà. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il va falloir autre chose que cette part d'enthousiasme et de confiance et de plaisir. Il va falloir être très précis aussi. Est-ce qu'en 15 jours, ils auront eu le temps de bosser bien, d'avoir tout prévu? Après, c'est quand même mieux de jouer sans avoir la tête rentrée dans les épaules. On a peur Ça, c'est de sûr. prendre un coup de règle Ça, sur c'est la sûr. tête du pépère fouettard. Hein. C'est clair. Je pense que ça peut les aider un peu à tenter des choses. Le début de match, je pense, va être déterminant. Si la France arrive à bousculer les Irlandais, à se mettre en confiance, à peut-être à marquer quelques points, peut-être qu'elle pourra faire durer, qu'elle pourra même peut-être l'emporter. Si jamais elle prend vite la pression, toute la confiance que Brunel aura essayé d'insuffler, elle va peut-être s'effondrer dans ces minutes-là, dans ces 20 premières minutes. On peut s'attendre peut-être à un jeu un peu limité
quantitatif, le mot ne me vient pas. Je simplifie à l'extrême, du coup, peut-être, non ça, c'est ce qui sort de Marcoussis, c'est que le cahier de jeu, ou je sais pas comment on dit aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus trop de cahiers, mais plutôt les tablettes, a été simplifié, ils sont allés... ils ont sans doute réduit le nombre de combinaisons, que ce soit en touche, derrière, le nombre de lancements de jeu, pour faire des choses simples, mais les maîtriser. S1, S2, sauter 1, sauter 2, et puis salade de fric quand il y a embrouille. Une croisée. J'ai vu l'équipe de France gagner en Afrique du Sud avec une combinaison. Hein. Ils avaient eu le temps de répéter qu'une combinaison. Ça, c'était en 1968. Pas du tout, en 2001, mais je pense que tu peux prendre les Sud-Africains, tu pourrais les prendre encore aujourd'hui sur une combinaison. C'est sûr, même un premier match en juin, tu vois, il faut que les circonstances s'y prêtent. Et un premier match du tournoi, c'est un peu aussi... Même si les Irlandais sont très en place, effectivement, ça peut toujours... c'est jamais sur un malentendu. Il faudra beaucoup d'enthousiasme, en tout cas, quoi qu'il arrive. Eh bien, alors, restons sur cet enthousiasme et finissons sur la compo, vite fait. Jacques Brunel dévoilera sa liste jeudi matin. Il n'y a pas eu une grosse surprise, vraiment. Il n'y a pas de trucs qui nous ont accroché au lustre dans sa liste des 32, déjà. Donc, je sais pas. Si, il y a eu des trucs qui t'ont accroché au lustre, toi, PMB ? Le jeune Palis, par exemple, pour ne prendre que lui, il n'est pas tellement prévu. Il revenait un peu de blessure. Il échappe un peu à la politique de l'homme en forme dont se réclame Brunel. Et moi, je suis curieux de le voir une fois, pour voir ce qu'il peut donner, par exemple, sur les ballons qui ne devraient pas manquer de tomber des cintres, des coups de pied de notre ami Conor Murray et autres, et Sexton. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est une curiosité. Oui. Comme Tolègne en est une. Oui, Tolègne. Puisque il a joué qu'un quart d'heure, je crois, contre les Blacks à Lyon, là, avec France B. Et qu'aujourd'hui, certes, il est le remplaçant de Picamol, qui n'est pas dans le groupe, mais on attend de voir ce qu'il peut donner au niveau international. C'est un peu la même chose avec Jalibert. Il y a quand même des curiosités avec Priso. J'allais dire, il y a des types qui n'ont pas beaucoup de top 14 derrière eux, le meilleur championnat du monde. Non, mais je veux dire, Jalibert, Bello, Priso, c'est pas des joueurs qui ont énormément d'expérience. Priso, il a montré une forme exceptionnelle. Priso, c'est le pilier de La Rochelle. La Rochelle, ouais. Extrêmement tonique. Il pourrait s'inscrire dans ce qu'on dit, entre guillemets, le rugby moderne. Il serait intéressant de le voir, ce garçon. Si on se projette un peu sur l'équipe, il est possible qu'il y ait 5 novices qui débutent le match. Donc Priso, pilier gauche, peut-être Lambé, deuxième ligne. Tolègne en troisième ligne centre, Jalibert en 10 et Palis à l'arrière. Ça fait quand même fait beaucoup, et puis ça fait potentiellement 8, 10, 15 dans l'axe d'une équipe. C'est des postes importants avec des débutants. Ça fait partie ça fait partie de l'incertitude avant ce match-là. Comment ces joueurs vont réagir à ce contexte, à ce niveau. Et puis ce qui est assez étonnant, c'est à l'ouverture, entre Bello et Jalibert, il y a 2 sélections, quoi. Qui est un poste normalement qui demande de l'expérience. Et là, donc, entre le titulaire et le remplaçant, ils compteront 2 sélections. Donc pour ouvrir le tournoi, bonne chance les gars. 90 de moins que Sexton, à peu près. Ce qui le choix le fait que ces 2-10 soient si jeunes, d'ailleurs, fait plutôt pencher la balance aujourd'hui pour le choix d'une mine-mêlée sur Machno, a priori. Puisque Machno, des 3 demi-mêlées restants après le forfait de Para, est le plus expérimenté. On avait vu que Dupont avait fait un premier match assez tonitruant et fait un début de saison tonitruant, mais il a au total 3 sélections, je crois, et il avait souffert contre l'Afrique du Sud et le Japon. A priori, Jacques Brunel voulant associer à Jalibert ou Bello, mais plutôt Jalibert, un demi-mêlée expérimenté, ce sera Machno. Après Serein, ils ont l'habitude de jouer ensemble, mais effectivement ce serait plutôt Machno pour au moins qu'il y ait quelqu'un d'expérience à la charnière. C'est tout, rien d'autre à dire sur cette compo, pas d'avis, pas de scoop, on a tout dit. Il y a une question peut-être autour du deuxième centre. A priori le premier centre sera Lamera, ensuite en deuxième centre il y a 2 choix, c'est Doumerou ou Chavancy. Et je pense que ce choix va être intéressant parce qu'il dira aussi un peu de ce que veut faire l'équipe de France. C'est pas les mêmes joueurs, Doumerou et Chavancy. Il y en a un qui est un peu créatif et qui a des jambes, qui est Doumerou, et l'autre qui est un super soldat,
un bon joueur de rugby, mais super défenseur. Racing Man. Voilà, qui est Henri Chavancy. On va savoir, je pense que l'indication du deuxième centre va donner une idée de ce que veut faire l'équipe de France, si elle veut se lancer dans un jeu avec beaucoup d'offensive ou un jeu plus en contrôle. Non, Pierre-Michel? Si, ça me paraît plausible. L'hypothèse Vakatawa au centre m'aurait amusé, pour voir. Ouais. Surtout que pendant ce temps-là, il n'est pas à l'aile pour prendre les ballons, les chandelles de Sexton. Ça va être une vraie question du match aussi. Si c'était dit Thomas Vakatawa aux ailes, face au jeu au pied de Conor Murray et de Johnny Sexton, voilà, ça le temps, possiblement ça le temps. Interrogation. C'est pas les deux joueurs les plus habiles dans ce type de conditions, quoi. Mais derrière, ça va être qui? On a joué pendant des années avec Serge Blanco aussi, hein, qui n'était pas une assurance Tourix sous les chandelles, comme quoi. Il avait autre chose, peut-être. À l'arrière, plutôt Palis, pour répondre à ta question, Christelle. Palis, mais bon, il y a Benjamin Fall qui est candidat pour ces postes-là aussi, qui est sous les ballons hauts. Ces derniers temps, notamment contre le Leinster là, récemment, a montré quand même des solides garanties. Il a beaucoup été arrosé, il a beaucoup récupéré, il s'est pas troué jamais, je crois. Et donc voilà, que ce soit à l'aile ou à l'arrière, c'est une option. Mais ils vont être complètement paumés, les Irlandais, en fait. Ils savent pas du tout à quoi s'attendre. On peut tout à fait les prendre. Hein. Il va falloir qu'ils aillent chercher dans les vidéos du top 14. C'est clair, pour voir certains joueurs à l'œuvre, il va falloir qu'ils toquent à la porte de Canal+ pour avoir les images. Très bien. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On dit pas mal de Clermont? Non, quelqu'un veut dire du mal de Clermont pour finir ou, non, ce serait pas joli. Ce serait on dit du mal que des champions. Ce serait d'une méchanceté crasse, mais que tu es méchant, tu es une vipère avec une moustache. Tu ne seras plus jamais invité. Tu n'es plus mon copain. Eh bien, tu vas quand même me donner ton pronostic pour France-Irlande, toi et ta méchanceté. Vous allez faire une réunion pour me donner votre pronostic. De partout. Avec une match arrêté. Manière générale, match arrêté. Oui, salade de frites en combinaison. 9-6. Un truc vraiment qui te plaira pas. Ah oui, tu penses vraiment que ça va être moche? J'espère que oui, ça peut être très moche. Toi, ça te il pleut un peu, il est prévu un peu quelques gouttes, non? Un bon temps irlandais, ça peut favoriser les Français. C'est un petit peu surréaliste. Non, pas du tout. La Seine peut déborder encore davantage. La Seine peut monter jusqu'à la basilique, voilà. Voir flotter les ossements des rois de France sur le terrain. C'est dans le sens, ou presque. Donc, est-ce que tu peux arrêter de donner de la drogue à possibilités les plus positives. Voilà. Donc 9-6. Voilà, c'était. Pour qui ça ne te regarde pas toujours pas? Non, pas. 9-6 à la maison, normalement, c'est nous qu'on gagne. Oui, si tu veux. Allez, marchons comme ça. Tu débordes d'optimisme, ça me plaît. J'ai un doute, donc ça veut dire que je pense qu'ils peuvent gagner. Ok, et toi Jean-Christophe, tu penses aussi qu'ils peuvent gagner? Non, je vais parier pour le match nul 15-15. C'est nul déjà. J'ai aucun argument derrière. Juste un feeling. Non, juste un feeling comme ça. Oui, alors on a pris quelqu'un qui passait dans la rue, on lui a dit est-ce que vous pourriez venir parler de rugby? Absolument. Non, mais parce que pourquoi pas, cette jeune équipe, ils ont rien à. Enfin, je sais pas, j'aurais envie qu'ils se lancent dans l'espoir d'essayer de. Je pense qu'ils vont avoir un enthousiasme dingue, ou alors si t'en as pas là, t'en as jamais et t'arrêtes de jouer à ce jeu. Donc tu leur vois un truc un peu fou, un match nul. Voilà, un peu fou, un match nul. Mais des essais ou pas d'essais? Des essais, oui, des essais. 3 partout. 3 essais. Pourquoi il faut que je donne le nombre d'essais? Non, mais je me disais que peut-être t'étais pour comme départager Pierre en cas Michel, d'égalité la semaine prochaine. Tu disais qu'avec le pied. Qui reste-t-il, Alex? Toi, tu as un pronostic? Moi, je dirais 6-9. Mais je vous dis pas pour qui. Oh. En fait, je me fiche un peu du résultat. Ce que j'aimerais, c'est qu'on voit quelque chose, en fait. Ça, c'est ton côté poète. C'était avant qu'on travaillait pour la Coupe du Monde 2019. Non, mais même pas ça. C'est même pas en vue de 2019 ni même de 2023. Le moustachu, il a dit on gagne maintenant. Oui, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit quelque chose. Qu'on voit une équipe de France qui joue, qui s'envoie, qui met de l'enthousiasme. Après, le résultat... Franchement, je pense que l'Irlande est favorite, mais et très largement. Et peut-être qu'il y aura 15-20 points d'écart à la fin. Mais au-delà de ça, moi, je voudrais qu'on voit une équipe qui
Voilà, avec de l'enthousiasme, avec ce que les déclarations de conférences de presse laissent entrevoir, quoi. Une défaite encourageante. Même si elle n'est pas enfin voilà, du moment qu'il y a une manière, qu'il y a quelque chose qu'on reprend un peu de plaisir, voilà, ça sera le plaisir. Ah oui, le maître mot. Du plaisir de passionné, quoi, de 20 mêlées à refaire. Voilà, quand on termine un France-Galles. Voilà, par exemple. Pardon pour l'atout. Non, avec plaisir. C'est bon, on a fait le tour. Personne n'a une petite annonce à faire. Est-ce que tu as un pronostic, toi, Christelle? Parce que tu nous laisses nous mouiller, mais toi moi, j'aime le beau jeu, tu sais, donc je ne vais pas regarder ce match. Voilà, écoutez, c'était l'Équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'Équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Jean-Christophe Collin, Alexandre Bardot et Pierre-Michel Bonneau. Pour la dernière fois. À Camille Regache. Merci à Camille Regache à l'aide technique. Vous nous retrouvez tous les lundis sur l'équipe.fr, l'Apple Podcast et SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles. Félicitez Pierre-Michel pour sa participation et on se retrouve la semaine prochaine.